Je mériterai mon sort en restant assis sans me rebeller. Sur son plat je m'occupe toi facile t'es pas prêt à te rebeller. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le président élu Martin Fayulu Madidi, Monsieur le secrétaire général de l'ECD, Monsieur Devos Mitoko Moulenda, Monsieur le secrétaire général adjoint de l'ECD, Monsieur Faustin Kwakwa, Madame la secrétaire nationale en charge de la communication, Madame Chantal Mboni, Monsieur Adrien Malenga, chargé de la formation idéologique du parti, estimés camarades, au nom du comité organisateur, je vous souhaite la plus cordiale de bienvenue au sein de notre siège. Merci d'être venus pour assister à cette conférence sous le thème « La jeunesse face aux enjeux de l'heure ». Ainsi, nous allons brièvement vous présenter le plan de déroulement de notre activité. Notre activité comporte 5 points. Le premier, la prière d'ouverture, l'hymne national et le mot de circonstance par le camarade Yves Badiouko, secrétaire national adjoint à la jeunesse. Le deuxième point, l'historique bref du parti par la camarade Exaucé Benguele. Troisième point, la conférence proprement dite par le camarade Luc Malembe et le camarade honorable Jean Kasséfoua. Le quatrième point, l'octroi de prix nommé prix de résistance. Nous allons octroyer ces prix de résistance à nos camarades jeunes, victimes de la politique pourrie de notre pays, en guise de reconnaissance pour leur noble combat. Et le tout dernier point, c'est le cocktail. Voilà, de façon brève, c'est comme ça que va se présenter notre activité. Pour le premier point, j'invite le camarade Yves Badiouko. Monsieur le Président, commandant Martin Fayulu. Chers camarades et frères de lutte, il y a 14 ans se matérialisaient les aspirations d'un homme. Cependant, cet homme s'est toujours refusé de cristalliser sur lui l'œuvre dont il est à l'initiative à la suite d'une vie professionnelle et politique bien remplie, mais dont l'appétit de toujours vouloir servir son pays et alimenter sa détermination et son engagement pour la construction d'un Congo meilleur, d'un Congo digne, d'un Congo fort et prospère. Cet homme, c'est Martin Fayulu. Cette œuvre, c'est l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Un train qui traverse le temps, passant de gare en gare de la vie, il en est des passagers qui descendent de leur propre volonté, il y en a d'autres qui sont arrachés à notre affection. Comment en ce jour ne pas penser à nos emblématiques frères et compagnons de lutte, d'Avin Kalala et des Faoupalo, morts sous les balles et les coups d'un régime barbare. Si nous pouvons applaudir pour le combat qu'ils ont mené, ou qu'ils ont mis au sacrifice suprême. Comment ne pas penser à Luc Mouloko, injustement incarcéré dans les prisons insalubres de Kinshasa? Et comment ne pas penser à celle que nous appelions tous affectueusement la gardienne des valeurs? Elle dont la providence a freiné la marche sur la terre des hommes pour la redémarrer dans la félicité. Oui, c'est de toi dont nous parlons, Maman Charlotte Massiala. Si nous pouvons nous lever une minute dans sa mémoire. Merci. Fédérer. Tel est l'objectif de ce parti. C'est ainsi que des jeunes hommes, des jeunes femmes, de tout bord prirent ce train et continuent à le prendre. À la première gare pour les uns et dans les gares suivantes pour les autres, et on fait l'heure, le combat et les aspirations poursuivies par ceux derniers. Il sera difficile de nommer tous ces vaillants jeunes femmes afin de leur rendre un hommage digne de leur engagement.
De jeunes femmes telles que Marie-Jeanne Noir, Albertine Biba, Chantal Moboni et j'en passe. Des jeunes hommes tels que le patriarche Simon Diakoubi-Kwa, Devos Kitoko Moulenga, Abbé Kwakwa, Justin Mouakamba. De très jeunes hommes tels Adrien Malenga, et la liste est longue. Je ne saurais tous les citer. Je vous vois, je lis sur vos visages de me voir associer les mots jeunes à Simon associer les mots jeunes à la très charmante Marie-Jeanne Ouaga, le mot très jeune à Adrien Malenga ou à Devos Kitoko. Car oui, il y a 14 ans, ce sont des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se sont engagés aux côtés de plusieurs autres et dont la fidélité reste à ce jour inébranlable. Nous espérons qu'il en sera toujours ainsi. Le temps passe et laisse des marques sur notre corps, mais il n'ébranle pas notre engagement. Au contraire, comme le bon vin, il le bonifie. Les jeunes d'aujourd'hui sont donc les vieux de demain, nourris par la sagesse des jeunes d'hier. Cette jeunesse, dont l'irresponsabilité politique de ceux qui ont les leviers du pouvoir ne cesse de clochardiser et abandonner à leur triste sort. Ces jeunes qui, quand ils ne sont pas abandonnés et clochardisés, sont livrés à la mort. Par les mêmes politiciens, arrivés au pouvoir grâce à des arrangements à l'africaine, pour ne pas dire grâce au complot électoral. Ces jeunes, dans l'étape de la vie, voudraient qu'ils passent leur journée à boire un verre, à étudier et à rêver d'un avenir meilleur. Ces jeunes qui commencent, comme la Bible le dit, de se réjouir de la jeunesse, sont plutôt en proie à d'interminables questionnements existentiels s'ils n'ont pas déjà reçu une balle dans la tête, un coup de machette dans le dos ou encore un collectif. Chaque matin, au sortir de mon lit, je m'interroge sur l'avenir de la routine de la vie de mes frères, dont le choix mesquin du régime de l'Union sacrée a conduit dans les bras du bourreau et sanguinaire Kagame. Frère et ami de M. Félix Tshisekedi, son partenaire fiable, disait-il. Je pense donc à mes frères de Bunagana, de Rangira, de Kiwanja, de Rumaka, de Chourouza, de Kibumba, de Kishiche, de Bouiza, de Rugari, de Rwaruba, de Kabindi, de Tchengerero, de Pirumba, de Rubare, de Katale, de Nyamulima. La liste est longue. Ces jeunes qui sont déjà passés sous pavillon rwandais. Je pense à mes frères de Saké et de Goma, qui vivent chaque jour dans la peur à cause de l'incompétence, soit de la complicité de qui vous savez. Je n'en oublie pas mes frères de l'Ituri, qui croupissent sous un état de siège aussi bête qu'il est dit. Lorsque nous pensons à vous, chers frères, victimes directes de la guerre du Congo, la célébration de cet anniversaire devient terne, elle devient amère, car elle nous place dans une grande ambiguïté. Comment célébrer, festoyer, comment nous réjouir alors que vous vivez le martyre? Comment nous réjouir lorsque chaque jour qui passe, vous mourrez à fleur de l'âge? Comment nous réjouir lorsque nos filles, nos enfants sont dépossédés de leur féminité alors qu'elles ne sont que des bébés? En cette année électorale, comment pouvons-nous poursuivre l'ambition légitime de tout parti politique de conquérir le pouvoir via des élections libres, transparentes et apaisées, alors que la CENI est incapable de procéder à votre enrôlement à cause de son arrogante incompétence, mais aussi et surtout à cause de l'insécurité qui n'a que trop duré. Chers frères, soyez rassurés, nous n'irons pas aux élections sans vous. Nous n'irons pas aux élections sans Rumangabo, sans Rutshuru, sans Kiwanja, sans Kishishi et tous les villages, localités, toutes les cités qui sont entre les mains de nos bourreaux et leurs complices. Cependant, chers frères, les élections sont le seul moyen pour nous de matérialiser notre ambition et engagement à ramener la paix, la justice, mais surtout de vous redonner espoir dans l'avenir. Alors, pour ce faire, chers frères, résistez. Continuez à résister comme vous l'avez fait depuis près de 30 ans. Résistez à la balkanisation que ce régime peut nous imposer avec l'aide de l'EAC. Et sachez que dans cette résistance, vous n'êtes pas seuls. Sachez qu'ici, à 2000 km de vous, à Kinshasa, de décider, nous ne vous avons pas oublié. Vous êtes dans toutes les jours et dans toutes nos prières le soir.
Chers frères et sœurs, même si les balles et les coups de ce régime nous atteignent et freinent notre engagement dans la lutte, je vous invite à prendre exemple sur Merlin Togo, Sébastien Marcaille. Je vous invite à prendre exemple sur Cédric Martin, nos héros vivants, qui malgré avoir été touchés dans leur chair, ont continué et continuent cette noble lutte. C'est pourquoi je vous invite, que dis-je, je nous invite tous, chers jeunes, à réfléchir sur le thème de ce jour, la jeunesse congolaise face aux enjeux de l'heure, et vous invite à prendre part, sous l'encadrement du général Serge Ouello et le leadership du président élu, commandant du peuple Martin Fayoulou, à cette grande marche du samedi 11 mars 2023, afin de dénoncer et condamner la guerre d'agression dont notre pays est victime, et soutenir nos FARDC engagés dans les combats et témoigner de notre solidarité avec les victimes de cette agression. Pour finir, chers jeunes, notre combat de tous les jours est de léguer aux générations futures un Congo plus beau qu'avant, un Congo fort, un Congo digne, un Congo prospère. Et vive la République démocratique du Congo. Avec SID, pour la unité du peuple congolais. Avec SID, pour un Congo fort et prospère. Avec SID, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Comment est Colombo? Moko. Comment est Colombo? Moko. Comment est Colombo? Moko, moko, moko. Je vous remercie. À présent, nous passons au deuxième point qui s'articule sur l'historique bref de la création de notre parti. L'histoire de l'ECD, notre cher parti, est liée au parcours d'un homme. Un homme qui a eu le premier cette vision. La vision qu'il a partagée et continue de partager avec des millions de Congolais. C'est le 7 mars 2009, à Faden, qu'a eu lieu la sortie officielle de l'ECD. Il faudrait signaler que la personne qui a eu cette vision, qui aujourd'hui est portée par de millions de Congolais, a un parcours avant la création de l'ECD. Il a travaillé à l'international, précisément à la direction d'ExxonMobil. Après avoir servi à l'international, il a décidé de revenir en RDC pour apporter aussi sa contribution à l'édifice dans la construction de notre pays. Il s'y également de rappeler, avant cela, il a été déjà impliqué dans la vie politique à travers les organisations de la société civile, notamment le FDD. C'est d'ailleurs avec cette organisation qu'il a participé à la conférence nationale souveraine. Et en tant que vice-président de la commission ECOFIN et en tant que président du FDD, il a pu assumer la fonction de membre du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. L'ECD, depuis sa naissance, a déjà tenu 3 congrès. Le premier congrès a été tenu au mois de juillet 2011 à Chaoumba. À l'issue de ces congrès, le parti a décidé de soutenir la candidature du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba comme candidat président de la République. L'ECD aussi a présenté le candidat en cette même année au niveau national et provincial. Et comme vous le savez, les élections en RDC ont souvent été chaotiques. L'ECD n'a pas pu obtenir, l'ECD a pu obtenir que 3 sièges à Kinshasa. Un siège de députation nationale à Ngalima, un siège de députation nationale à Tiangou et un autre siège à Moamba. Après cela, l'ECD a tenu son premier congrès ordinaire du 3 au 5 décembre 2015 à Fatima. À l'issue de ces congrès, le président du parti, Martin Fayoulou Matidi, a été désigné comme candidat président de la République pour les élections qui devraient se tenir au mois de décembre 2016. Et c'est sur base de ça qu'il a été présenté par
notre parti SID en 2018 comme son candidat à la présidentielle. Et l'SID avait gagné brillamment les élections. Bien que par la suite notre souveraineté a été détenue contre notre gré. Et le deuxième congrès ordinaire du parti, 5 ans après, a eu lieu à Kisangani, du 11 au 14 juillet. Et le président Martin Fayulu a été encore désigné comme candidat président de notre très cher parti ECD. Chers camarades, de façon brève, ce salut historique de notre parti, de sa création jusqu'à ce jour. Cher Banamboka, comme nous l'avons bien dit, nous commémorons aujourd'hui le 14 ans d'existence de notre parti. Mais notre commémoration n'aura pas qu'un caractère festif. C'est comme l'a aussi signalé le camarade Ifadé. Nous compatissons avec nos camarades de l'Est, le camarade jeune et vieux de l'Est de la RDC. Estimé Banamboka, l'un des plus grands enjeux auxquels fait face notre pays, c'est l'enjeu de l'intégrité territoriale. Nul ne sans ignorer que depuis plus d'un quart de siècle, une tentative d'extermination d'une partie de la RDC se déroule à l'est du pays et prend un tour tragique. Et cela a commencé depuis mars 1993, avec de graves massacres, des violences sexuelles, des attaques contre les enfants par les armées étrangères, et j'en passe. Elle s'est poursuivie les 15 août 1998 à Kinshasa, à Mwanda, à Goma. Elle a connu un abominable déchaînement d'atrocités avec le massacre de Kakobola, Kasika et tant d'autres, où les Congolais ont été enterrés vivants, brûlés vifs, éventrés et chassés de leurs terres. Sans oublier la guerre des 6 jours à Kisangani. Et à ces jours, ces attaques, ces atrocités continuent et ont dépassé le limite de l'abominable. Est-ce que Tokondimae continue? Tokondimae continue? Alors, pour créer continuité, comme peuple, nous devons vaillamment lutter contre cela. Ainsi, je passe la parole à l'un des conférenciers de ce soir, le camarade Luc Moloko. Luc Malembe. Comme je vous ai toujours dit, la situation de l'Ituri est différente de la situation du Nord Kivu. Nous, à part les ADF qui sont des Ougandais ou vraiment des étrangers, les autres groupes armés qu'on a là-bas sont des locaux. Ils sont de manière ouverte appuyés par aucun État étranger et n'ont pas de revendications territoriales et ne menacent pas notre pays de balkanisation. Mais c'est une vieille situation, le conflit de l'Ituri ne date pas d'aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y a faiblesse de l'État, ça ressurgit. Alors, on a noté que depuis l'opération d'enrôlement de l'État, de faire avec, parce qu'on a en face un état de siège quasi inexistant. Tout le monde est obligé de s'habituer malheureusement parce que des centres d'inscription, je crois que vous avez vu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux où des miliciens sécurisent carrément certains centres d'inscription. Mais parlant de cet enrôlement, sachez que
visiblement, ce régime avec sa CENI ont mis en place un mécanisme pour décourager carrément l'enrôlement, non seulement en Ituri, mais je crois que c'est partout à l'est du pays. Et le président élu était le premier à le voir, à voir ce qui c'est que déjà la CENI a préparé en termes de répartition des kits de l'enrôlement. Le régime et sa CENI se sont arrangés pour envoyer moins de kits à l'est et en tout cas au moins 40% des kits qu'on a envoyés là-bas, que je parle de l'Ituri dont je maîtrise la situation, au moins 40% des kits sont en panne. Et la CENI s'arrange pour ne pas les réparer. Ça fait que depuis qu'on a commencé à enrôler, ils ne peuvent même pas vous dire combien de gens ils ont déjà enrôlé. Ils ne peuvent pas vous le dire, ils ne peuvent pas nous dire. On est à plus de 20 jours depuis qu'ils ont commencé à enrôler. La CENI n'est pas capable de nous dire, par exemple en Ituri ou au Nord Kivu, combien de gens ils ont déjà enrôlés. Par rapport aux chiffres qu'eux-mêmes avaient publiés, des chiffres d'enrôlés attendus. Ils sont incapables de nous dire, est-ce qu'ils ont déployé partout à Djougou les matériels? Ils sont incapables de nous dire, en territoire d'Irumu, par exemple, parce que je vous avais déjà dit ici que la route nationale numéro 4 qui quitte Beni pour Kisangani en passant par l'Ituri, au moins 300 km sur cette route sont entre les mains des ADF aujourd'hui. Depuis que l'armée ougandaise est venue les repousser les ADF du nord Kivu vers la forêt de l'Ituri, la forêt du territoire de Mambasa. Donc, depuis la frontière entre l'Ituri et le Nord Kivu, à Luna, jusqu'à la porte de Mambasa Centre, c'est à plus de 300 km. C'est contrôlé par les groupes armés, les ADF. L'armée est quasi inexistante, les villages sont vidés. Même les agents que la CENI a voulu y envoyer, tous ont peur d'y aller. Aujourd'hui, la CENI ne peut pas nous dire comment on va faire. Comment on va enrôler ces gens? Personne ne nous le dit. Nous avons demandé, je suis sur les médias là-bas tous les jours pour demander, est-ce qu'on enrôle à Otomabere, à Luna, à Komanda? On n'est pas capable de nous le dire. Alors, et enfin, je disais que le fait qu'il y a peu de machines et la plupart des machines en panne fait qu'il y a des files d'attente terribles devant les centres d'enrôlement. Quelqu'un peut vous faire 3 jours, il vient chaque jour, il n'est jamais enrôlé. Avec tout ce qu'il y a comme monnayage de l'enrôlement derrière. Alors, on se demande comment on va faire. Ça fait que ça démoralise, ça décourage les gens à se faire enrôler. D'ailleurs, pour Bunia, beaucoup des habitants de Bunia vont se faire enrôler à l'intérieur, au bord du lac Albert, à Kassenyi, à Tchobo. C'est ce que vous venez de dire, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'engouement et c'est facile. Mais la conséquence, c'est que ça va jouer sur les nombres d'enrôlés de la ville. Donc voilà, je vais également vous parler de ce mouvement, ce groupe armé qui est né sous état de siège, ça s'appelle Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, MAPI. Je vous en avais parlé que deux groupes armés sont nés sous état de siège, 2 nouveaux groupes armés additionnels. L'état de siège n'a anéanti aucun groupe armé, l'état de siège n'a d'ailleurs combattu aucun groupe armé, mais sous état de siège, 2 groupes armés sont nés en Ituri. Le dernier, c'est celui dont je vous parle, MAPI, Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri. Le mouvement avait fait sa sortie officielle le 22 décembre 2022 à Bunia, en pleine ville de Bunia, non loin de la résidence du gouverneur militaire, le général Luboya Kasha. Avec tous les services qu'il y a là-bas, avec des bourgmestres policiers et militaires, maire de la ville, policiers, colonels, tout le monde s'est demandé comment on peut nous expliquer qu'un groupe armé fasse sa sortie officielle, il appelle les médias en pleine ville de Bunia, l'année, Demiak, tout ça état de siège n'ont jamais vu. Et personne n'a été interpellé. Ça nous a fait croire que ce mouvement
est tout simplement une fabrication de l'état de siège lui-même. Et comment nous allons en avoir le preuve? Ce mouvement qui est né le 22 décembre 2022, un mois après, va être reçu au cabinet du gouverneur de province par le lieutenant général Luboya lui-même, au motif qu'il faisait son adhésion au processus de paix, qu'il signait un acte d'engagement pour cesser les hostilités, alors qu'il n'a même jamais fait des hostilités. Ce mouvement n'a mené aucune attaque de manière officielle que nous on connaît, mais il a signé un acte d'engagement à cesser les hostilités. Donc, on a compris que c'est une fabrication de l'état de siège lui-même pour trouver un mouvement à envoyer dans le DDR, le PDDRC, et parce qu'apparemment il y a une histoire d'argent derrière, et c'est un groupe armé qui ira prendre de l'argent et ramener peut-être aux animateurs de l'état de siège. Mais ce PDDRC, en fait, n'est qu'une histoire qui visiblement n'aura jamais jour. Parce que M. Félix Tshisekedi, qui a créé cette histoire, a mis à sa tête un ancien milicien lui-même du M23 et du RCD Goma, mais c'est Tomi Tambwe Ushindi. C'est lui le coordonnateur national. C'est lui le coordonnateur national du PDDCS. Ça fait que sa présence gêne les financements étrangers. Presque tous les pays ont dit comment on va donner l'argent à un ex-rebelle lui-même qui n'a jamais été démobilisé, mais c'est Tomi Tambwe. Comment quelqu'un qui n'a jamais été démobilisé lui-même va démobiliser les groupes armés? À Nairobi, les groupes armés, eux, tous ont demandé son départ du PDDR-CS. Mais il n'est jamais parti. Il n'est jamais parti, mais M. Tshisekedi s'entête à le maintenir. Donc, sa présence déjà, la composition du PDDRCS pose problème. Deuxième aspect, vous avez suivi M. Tshisekedi à Genève, il a dit que les M23 et Codeco, les groupes les plus actifs de l'Ituri se sont auto-exclus du processus électoral. Mais comment on va les démobiliser si on dit qu'ils sont exclus du processus électoral alors qu'on ne sait même pas les vaincre militairement? Pour qu'il y ait des mobilisations, pour qu'il y ait des armements d'un groupe armé, il y a deux choses. Soit vous le battez militairement, vous arrivez à le forcer à déposer les armes, et ces combattants, vous les conduisez à la démobilisation et à la réinsertion dans la communauté, soit vous signez un accord de paix avec eux. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Mais ce Félix n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Il ne sait pas vaincre militairement les groupes armés. Codeco, que ce soit Codeco, que ce soit Zaïre, que ce soit FPIC Tiniakilima, que ce soit la FRPI, tous ces groupes sont là avec toutes leurs capacités. L'état de siège ne les a même jamais inquiétés. Et quand vous dites que vous les excluez du processus électoral, mais au même moment vous dites qu'il y a des DRC, c'est contradictoire. Comment les miliciens vont venir déposer les armes? Pourquoi ils le feront? Est-ce que vous les avez forcés par l'armée? Non. Est-ce que vous avez signé un accord de paix avec eux? Non. Donc carrément, vous cherchez une chose et le contraire. Donc, voilà un peu la situation. Maintenant, ce mouvement d'autodéfense dont je vous parlais, MAPI, est en train de devenir un danger. Quand le général Luboya et l'état de siège le reçoivent au motif qu'ils allaient adhérer au processus de paix, il se pose un problème. Où est-ce qu'il va rester, ce groupe armé? Parce qu'il a fait sa sortie officielle dans la ville de Bunia. Tous ces animateurs sont dans la ville de Bunia. Mais où est-ce qu'il va rester? Maintenant, l'état de siège est en train de leur chercher un endroit où rester. Ils ont choisi un coin de l'Ituri qui n'était pas encore sujet à des tueries. C'est le littoral du lac Albert, à Kasséni et à Tchomé. Mais vous vous rappelez que là où on avait découvert des fausses communes, à Niamamba, vous vous rappelez, qui ont été documentées par
les PCNDIDH, je crois, les Nations Unies, c'est non loin de là. Or, Codeco est à côté. Donc, amener ces miliciens à Kasséni et à Tchomé, une délégation de ces groupes armés à séjourner là-bas il y a 2 jours, c'est tout simplement inviter les tueries, l'affrontement avec Codeco qui n'est pas loin. Parce que le MAPI là, l'autodéfense est à connotation HEMA. Codeco est à connotation Lendu. Et Codeco avait déjà fait le massacre de Nyamamba où il y a eu 3 fosses communes. Et ces fosses communes, je vous rappelle qu'ils ont tout fait pour faire disparaître ces fosses communes. Ça risque de disparaître. Il y avait un moment, Codeco prévoyait une attaque pour aller déterrer ces corps et faire disparaître ces charniers. Nous avons dénoncé ce plan et ils ont pu se retenir. Mais en envoyant MAPI là-bas, c'est tout simplement un moyen de faire disparaître ces fosses communes parce qu'on sait que certains dirigeants ou responsables de l'état de siège sont cités. Qui avait fait venir Codeco à Nyamamba? C'est l'état de siège. C'est l'état de siège qui avait fait venir Codeco à Nyamamba, sachant que les populations qui y vivent sont en majorité Hema. Comment Codeco peut sécuriser les Hema? C'est demander aux loups de sécuriser les bétails, de sécuriser des chèvres. Donc c'est que l'état de siège est devenu tout simplement un problème. Non seulement que l'état de siège n'a résolu aucun problème, l'état de siège fait aujourd'hui partie du problème. L'état de siège passe toutes ses journées à concevoir des mécanismes pour envenimer davantage la situation et justifier leur maintien, tant que les généraux qu'on a envoyés là-bas ont la main sur les mines de l'Ituri, ils ont la main sur les douanes. Nous avons même appris, je suis en train de travailler sur ça, que les animateurs de l'état de siège exploitent des mines avec Codeco à Djoudjou. Nous sommes en train d'y travailler, je n'ai pas encore tous les éléments, mais j'ai parlé avec un député, l'Indou proche de Codeco, qui me l'a confirmé. Alors, je vais aussi vous informer, pour finir, que M. Tshilombo a fait venir tous les notables de l'Ituri. Ils sont ici à Kinshasa depuis avant-hier. Les chefs de chefferie, les chefs de secteur, les élus de l'Ituri, de la grande orientale en fait, c'est pas seulement l'Ituri, toute l'ancienne grande orientale. Vous avez suivi que les notabilités de l'ancienne grande orientale, aujourd'hui démembrée, qui comprend 4 provinces, l'Ituri, la Tchopo, les Haut-Ouélé et les Bas-Ouélé. Vous avez appris qu'ils avaient tenu une conférence à Kisangani et à cette époque ils avaient dit que la grande orientale allait soutenir un candidat président issu de leur espace. Vous savez que Corneille Nanga s'est dit candidat et c'est eux qui étaient derrière cette histoire. Alors, apparemment ça a dérangé le régime, ils ont dupliqué ça. Le régime a utilisé un vice-ministre qui est le vice-ministre de Lutundula qui est originaire de là, et d'autres qui ont aussi organisé une deuxième conférence de la Grande Orientale ici à Béatrice à Kinshasa. Et là ils ont dit non, ils ont même dit qu'ils nous ont lancé un fonds pour financer la candidature, payer la caution de M. Tshilombo à l'élection présidentielle. Quelque chose qui avait choqué là-bas, on s'est dit mais vous n'avez jamais fait lancer une collecte de fonds pour les déplacés qui meurent de misère dans les sites de déplacés à Bunia et ailleurs, et vous allez donner de l'argent à M. Tshilombo qui déjà a vidé les caisses de l'État. Alors, donc, maintenant, c'est dans cette logique que M. Tshilombo a fait venir toutes ces notabilités dans l'objectif de les lancer dans la pré-campagne pour lui. Ils sont ici, j'en ai rencontré certains. Je leur ai dit, écoutez, la politique, ce n'est pas notre problème d'abord pour maintenant. Nous, l'Ituri, vous allez nous parler des candidatures de Tshilombo. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Dans une province où on a 1,6 million de nos frères en déplacement dans plus de 60 sites qui meurent de faim et de misère à Bunia et à l'intérieur de la province. Vous allez nous parler de la candidature de Tshilombo. Allez dire à M. Tshilombo
Il ne peut pas, s'il veut devoir en Ituri, ça sera peut-être les fausses communes qui vont les lire. Je ne vois pas un Iturien venir lire celui-là. Je leur ai dit ça, allez lui dire que s'il veut devoir, ça sera les fausses communes. On en a une centaine de charnières. C'est ça peut-être qui va les lire. Mais je ne vois pas un habitant et vous le savez. Et voilà donc la carte. C'est pour ça que je vais le réitérer ici. Et c'est pour ça donc que ces gens sont ici dans l'objectif de les lancer dans la pré-campagne en faveur du régime. Le régime qui sait déjà qu'il n'aura aucune voix dans toute l'ancienne orientale. L'ancienne orientale reste un fief électoral incontesté du président élu, Martin Fayulu. Alors, je clôt ce chapitre par le contexte économique du conflit. Comme vous savez, le maréchal Mobutu apparemment était l'homme qui avait le mieux compris le contexte de l'Est. À l'époque de Mobutu, il était hors de question que l'Est du pays dépende économiquement de ces pays qui nous entourent, l'Ouganda et le Rwanda. À l'époque de Mobutu, il avait réhabilité les routes nationales, la RN2 qui va de Bukavu jusqu'à Beni, la RN4 qui va de Beni jusqu'à Kisangani. Quand vous arrivez à Kisangani, vous êtes au fleuve Congo et vous arrivez à Kinshasa. Et il y a la RN, je ne sais pas c'est combien, qui va de Bukavu jusqu'à Lubumbashi. C'était entretenu par l'office des routes. Toutes ces routes étaient en bon état. Les produits manufacturés venaient de Kinshasa pour l'Est. Importer quelque chose de l'Ouganda ou du Rwanda, c'était de la fraude. C'était poursuivable. C'est pour ça que ces pays avaient soutenu l'AFDEL. C'était pour faire en sorte qu'on puisse couper ces liens entre l'Est et l'Ouest et en faire leur marché. Je vous donne les cas aujourd'hui du territoire d'Aru en Ituri, à l'extrême nord, lorsque vous prenez la carte du Congo, à l'extrême nord-est, à la frontière entre l'Ouganda, à l'est, au nord, et le Soudan du Sud et la Centrafrique. Ces territoires échappent aujourd'hui totalement au Congo au plan économique. La monnaie qui y circule, on ne connaît même pas le franc congolais là-bas. Pas seulement à Aru, même à Mahagi, on ne connaît pas le franc congolais. Mais maintenant, qu'est-ce que les Ougandais font avec l'état de siège? Là, on a envoyé un administrateur militaire à Aru où il n'y a aucun groupe armé. Il n'y a pas un problème de sécurité à Aru. Aucun groupe armé. Mais on y envoie un administrateur policier. Mais quand cet administrateur arrive et qu'il n'y a pas de guerre à faire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est transformé en chef de la contrebande. La contrebande douanière. Ce monsieur a donné tous les Ougandais, les opérateurs économiques ougandais viennent avec leurs marchandises jusque dans le fin fond, les petits marchés du fin fond de l'Ituri. La conséquence, c'est que ça a tué totalement les petits riens qu'il y avait comme opérateurs économiques locaux. On avait à Aru 12 entrepreneurs qui avaient des petites usines de production, des savons, des jus, même des vins ils produisaient. Ça reste 2. 10 sont déjà fermés parce que ces Ougandais viennent, ils vendent à très moins cher parce qu'ils n'ont pas payé l'impôt et la taxe. Ils sont passés par la fraude et ils vendent à très moins cher. Et les locaux qui ont produit localement, avec tout ce qu'il y a comme taxes, tout ce qu'il y a comme tracasserie administrative, c'est la concurrence déloyale. Et ils ont fermé, ça reste 2 qui sont aussi également en train de fermer. Est-ce qu'on est, chaque entreprise engagée avait engagé au moins 500 jeunes à Aru qui sont au chômage. Donc c'est ça le problème d'avoir ouvert l'Est du pays à la dépendance économique de ces pays-là. Et lorsque M. Tshilombo défend l'adhésion de notre pays à l'EAC, justement, il ne comprend rien. Il ne comprend rien parce que nous, à l'Est, même nous sommes scandalisés que nous soyons là à n'acheter que des produits ougandais. Nous sommes scandalisés. Quand vous amenez une chemise, vous dites c'est venu de Kinshasa, ça coûte cher à Bounia. Les gens sont fiers de l'acheter. On veut dépendre économiquement de Kinshasa. On n'a pas besoin de dépendre de Kenya. On n'en a pas besoin.
Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est que ces pays s'arrangent pour qu'il n'y ait pas d'entreprise, d'usine chez nous. Quand vous ouvrez une usine d'eau à Bunia, ces pays vont faire baisser leur eau. Vous n'allez pas vous en sortir. Si vous vendez une bouteille à 1000 francs, ils la vendent à 500. Bon, les gens ils vont acheter le moins cher et vous vous fermez. Donc on ne se développera jamais à l'Est tant qu'il y a cette histoire de dépendance économique de notre pays, de l'Est pas à ces pays-là. J'ai aimé un jour, j'ai discuté avec le président élu et j'ai compris qu'il comprenait très bien cette question. Si demain nous prenons le pouvoir, et ça c'est clair, nous le prenons d'ici 8 mois. Oui, c'est d'ici 8 mois, c'est à compter au bout des doigts. Ah, c'est clair. Ça c'est clair. Moi je vais inviter le président élu. Je vais inviter le président élu à ne pas perdre de temps. Je disais que ça c'est clair, d'ici 8 mois nous prenons le pouvoir. Ça c'est clair, c'est connu, ce n'est pas à négocier. Et moi je vais inviter le président élu à ne pas perdre son temps dès qu'il prend le pouvoir. C'est se consacrer sur 2 chantiers prioritaires, la sécurité et les routes. On a tout un programme, les manifestes de Kisangani, mais il faut vraiment vouloir se focaliser sur ça. Réhabiliter, relier la capitale de notre pays aux provinces, à toutes les provinces, pas seulement l'Est, à toutes les provinces. Ça sera un grand chantier. Alors, un dernier mot pour le rôle de la jeunesse. Le rôle de la jeunesse maintenant, quel est le rôle que nous avons à jouer pour que le président prenne son pouvoir? C'est ça la question. Pour que la sécurité revienne, pas seulement à l'Est. On ne parle plus de Kwamout, vous savez. Et moi ça me choque, on ne parle plus de Kwamout. On oublie que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas enrôlement à Kwamout, il n'y a pas enrôlement à Maluku ici à Kinshasa. On n'en parle pas. On ne parle plus que du M23, c'est bon, il y a l'agression, je suis d'accord, mais on ne doit pas oublier Maluku, on ne doit pas oublier Kwamout. Alors, quel est le rôle que nous allons jouer? Tout dépend de nous. Vous avez applaudi tout à l'heure lorsque j'ai dit que nous prenons le pouvoir d'ici 8 mois. Mais tout dépend de nous, c'est ce qu'il faut savoir. Tout est entre nos mains. Pour prendre ce pouvoir, il va falloir que nous puissions dégager par la force le régime de M. Tshilombo et le chaos électoral qu'il est en train de préparer. Lorsque je parle de la force, je ne parle pas de la force militaire. Je parle de la force démocratique. L'article 64 de la Constitution de notre pays. Le président élu, le congrès de Kisangani, dans sa résolution, la 30e résolution a été claire. Que ce soit par les élections, que ce soit par la non-tenue des élections, M. Tshisekedi doit partir. Et c'est à vous les jeunes de le faire partir. C'est à nous les jeunes de le faire partir. Donc préparez vos muscles. Préparez vos muscles. Les idées aujourd'hui, c'est le dernier espoir du peuple congolais. C'est l'unique parti qui ne s'est pas compromis. C'est l'unique parti qui ne s'est pas compromis, je dis bien, depuis 14 ans d'existence que nous avons fêté aujourd'hui. Et donc, nous sommes les leaders de la contestation qui va faire partir M. Tshisekedi. Préparez bien les muscles. Merci beaucoup. Alors, en premier lieu, je voudrais commencer par une nouvelle très triste. C'est que le dimanche 26 février et le lundi 27 février de cette année, les terroristes du M23 ont procédé à un massacre à grande échelle dans le village Kanyangiri. C'est un groupement de Tongo à collectivité de Bwito, à territoire de Rutshuru. Le jeudi de la semaine qui a suivi, nos compatriotes ont découvert 18 corps qui ont été enterrés et le vendredi suivant, 42 autres corps ont été enterrés. C'est un massacre de trop, c'est-à-dire les corps enterrés
se compte à 60, mais d'autres corps à décomposition ont été retrouvés le long de la rivière. Un énième massacre qui vient après le massacre de Kishiché, perpétré par les mêmes supplétifs de l'armée rwandaise du 29 au 30 novembre, où le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a dénombré 131 personnes pour lesquelles le Bureau a retrouvé les noms, 69 personnes sans identité, mais la société civile a recueilli les témoignages de plus de 270 personnes massacrées, sans compter le massacre du domaine agricole de Kaumiro, dont personne n'a accès aujourd'hui, mais le rescapé décrivent ce calvaire et nous faut craindre que plus de 500 corps se retrouveraient dedans. Bref, dans cette chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru, les populations vivent un calvaire sans nom. Alors, le point sur la sécurité de ce soir, après cette annonce triste, va tourner autour de 5 petits points. Au tout premier point, je vais donner l'état des lieux de la situation sécuritaire dans cette partie sud. À second lieu, je vais donner quelques raisons à la base de l'abandon répétitif des agglomérations au mai du M23 par nos forces. En troisième lieu, je vais parler des conséquences. En quatrième lieu, je vais parler des perspectives. Et enfin, de l'appel lancé par la Mouka pour la marche du 11 mars courant. Alors, à tout premier lieu, l'état des lieux. Parce que nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, comment se présente la situation ce soir? Je voudrais rappeler que avant que le M23 ne commence les premières offensives le 8 novembre 2021, une délégation officielle du M23 venait de faire un séjour à Kinshasa. J'ai accédé à une lettre signée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Gilbert Kakonde, signée en date du 12 février 2021, lettre qu'il adresse à M. Félix Tshisekedi, et par laquelle il informe que cette délégation du M23 séjournait à Kinshasa depuis octobre 2020, que cette délégation a eu des entretiens avec les experts du ministère de l'Intérieur et qu'à l'issue de leurs échanges, ils ont convenu d'une feuille de route qui devait se dérouler sur 9 mois et dont l'issue serait la reddition totale des combattants du M23. Et pour cette feuille de route, Gilbert Kakonde demandait à M. Félix qu'un montant de 1 364 000 $ soit débloqué. Le montant a-t-il été débloqué? C'est la question que j'ai adressée au ministre de l'Intérieur. Comment ces terroristes du M23 sont-ils sortis de Kinshasa pour aller commencer les offensives à Rutshuru à date du 8 octobre 2021? Qu'est-ce qu'ils se sont convenus exactement? Parce qu'avant l'arrivée de cette délégation en octobre, nous sommes informés qu'une délégation du cabinet de M. Félix avait eu des pourparlers avec les gens du M23 à Kigali à date du 11 et 12 juillet 2019 et qu'une feuille de route, une première, avait été signée entre le cabinet de Félix et les gens du M23
en date du 28 octobre 2019 sous la médiation du gouvernement du Rwanda. Et que pour la mise en œuvre de cette feuille de route, M. Claude Ibalangi, alors coordonnateur du mécanisme national de suivi de la Côte d'Addis Abeba, au bureau de M. Félix Tshisekedi, avait signé une lettre en date du 20 novembre 2019 adressée à l'auditeur général de FARDC pour lui demander de retirer les mandats d'arrêt émis à l'encontre des cadres du M23 en 2013. Il est aussi établi que la plupart des seigneurs de guerre à la tête du M23, certains ont été retirés de la prison centrale de Makala où ils avaient été arrêtés à la suite de la guerre de 2013. Donc pour toutes ces raisons-là, la complicité historique du pouvoir de Tshilombo dans la crise actuelle, la guerre d'agression que le Rwanda mène contre notre pays sous les couverts du M23 est établie. Alors, après cette parenthèse historique, je voulais donc rappeler que les premières offensives ont été enregistrées en territoire de Rutshuru le 8 novembre 2021 à Tchanzu et à Runyonyi, c'est à la frontière entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. Plus tard, vous savez que les FARDC ont dénoncé et ont présenté des preuves d'après lesquelles elles n'étaient pas en train de se battre contre les M23, mais plutôt contre le Rwanda. Des militaires rwandais ont été attrapés sur notre territoire. Et comme le président élu l'a dit dans sa dernière communication, le pouvoir de M. Tshilombo s'est évertué à contredire les FARDC. Jusqu'à ce que le 13 juin 2022, la cité de Bunagana a été abandonnée sans combat entre les mains du M23. Plus tard, du 26 au 29 octobre 2022, plusieurs autres agglomérations, Torutshuru Centre, Kiwanja, Rubare, Kako, Kalengera, Tongo, Bambo, Rumangabo, Kibumba ont été abandonnés sous le contrôle du M23. Le 26 janvier, c'est la cité de Kichanga, territoire de Massissi, qui a été abandonnée sous leur contrôle. Dans la semaine du 20 au 24 février de cette année, ils ont pris le contrôle à territoire de Massissi, de Kilolirwe, de Mouchake et des montagnes surplombant la cité de Sake. Sake, c'est à l'ouest de Goma, à 27 km. Alors hier, le 6 mars 2023, ils ont fait une promenade de santé pour prendre le contrôle à territoire de Rutshuru, à Chefferie de Bwito, le contrôle de l'agglomération de Kirima, de Kibingu et de la grande cité de Kibirizi, une cité de plus de 45 000 habitants. La population a commencé à fuir hier à 15 heures pour passer nuit dans le parc national de Virunga, à la Rwindi. Les enfants, les femmes enceintes, les vieillards, ils sont arrivés épuisés, sans la moindre assistance. Et tard dans la nuit, vers 1 heure, les militaires FARDC ont commencé à dire aux populations qui étaient campées là-bas à Rwindi que ça ne valait pas la peine que ces populations restent là-bas, parce que les terroristes du M23 comptaient avancer sur Rwindi. Et donc ces populations ont repris le calvaire, la marche à travers le parc dans la nuit, à 1 heure. Ces populations sont arrivées à Kanyabayonga ce matin, épuisées vers 5 heures, 6 heures. Et lorsque ces populations sont arrivées à Kanyabayonga, c'est au sud de Lubero, une rumeur a couru d'après lesquelles les gens du M23 partaient de Kibirizi vers Rwindi et que de Rwindi, ils comptaient monter vers Kanyabayonga, ce qui fait que
Une panique s'observe également à Kanyabayonga. Pendant ce temps-là, on assiste à des mouvements militaires qui ont déplacé l'essentiel de leur arsenal militaire de Rwindi pour Kanyabayonga, mais d'autres préfèrent carrément dépasser Kanyabayonga pour aller plus loin, vers Lubero. Voilà donc ce que nous pouvons dire de l'état des lieux, sans oublier la situation qui se vit présentement autour de Sake, où à partir de la localité appelée Karuba, ces terroristes du M23 menacent de descendre sur Kiroche. Kiroche, c'est sur la route entre Sake vers Minova en direction du sud Kivu. La population de Sake se retrouve également dans un état de panique. Alors, deuxième point, quelles sont les raisons de l'abandon répétitif au médium 23 de toutes ces entités par nos forces? Dans la volonté de trouver des éléments de réponse à cette préoccupation, j'ai effectué une descente sur le terrain en date du 15 février. J'étais à Sake et j'ai eu la faveur de pousser plus loin sur les lignes de front. Et de mes observations, j'ai noté trois principales raisons qui ne sont pas exhaustives. La toute première raison, chers camarades, c'est que nos militaires, vos militaires, sont placés dans des conditions telles que même les troupes de l'OTAN ne sauraient tenir. Même les troupes, je ne sais pas de quel pays, du Kiba, ou de la Palestine, ou d'Israël, aucun militaire ne saurait résister d'être placé dans les mêmes conditions que nos forces, lesquelles des renseignements vérifiés m'ont permis de réaliser que, à titre d'exemple, pour une unité de 218 militaires, le régime de Chilombo donne pour le mois de janvier 2023, pour 30 jours, 100 kilos de riz, plus 250 kilos de farine de maïs, plus 200 kilos de haricots. 218 militaires pour 30 jours. Ça donne par individu un demi-kilo de riz pour 30 jours. Au Bakissi, 1 kilo de farine de maïs. Au Bakissi, 1 kilo de haricots pour 30 jours. C'est une volonté délibérée de placer ces militaires dans l'impossibilité de combattre. À plus du fait de leur priver de la nourriture, on leur prive de l'eau à boire. J'ai rencontré des colonnes de militaires qui quittent les hautes montagnes de Luhonga pour venir se bousculer de l'eau au robinet à Kimoka, 3 km au nord de Sake. Et ils remontent avec des bidons d'eau. Renseignement pris, il m'a été dit qu'une citerne qui était destinée à amener de l'eau à nos troupes aurait été vendue. La deuxième raison, c'est la cacophonie au sein de la chaîne de commandement. Vous retrouvez à Goma au moins 23 généraux logés dans les hôtels qui sont à la base d'une confusion dans la chaîne de commandement, au point que les militaires ne savent pas à qui obéir. C'est contraire à la situation où les FARDC ont remporté la victoire contre l'armée rwandaise et ougandaise en 2013, où nous avions un seul général, commandant de la région militaire et commandant des opérations, Félicier Baouma.
et qui assurait l'unité des commandements et qui ne logeait pas dans les hôtels, qui logeait à Kiroche au début. De Kiroche, il loge à Mubambiro. De Mubambiro, il loge à Kibati. Sa tente était toujours aux côtés de ces militaires sur les lignes de front. Et les troupes étaient régulièrement motivées. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Le militaire vous parle des généraux Okapi. Vous connaissez l'animal Okapi qui ne veut jamais être sale et qui sont tout le temps dans les hôtels. Et ces généraux sont déployés sur ordre de M. Félix parce qu'il est inimaginable qu'un officier général quitte Kinshasa et s'établisse à Goma sans avoir reçu l'autorisation expresse de la maison militaire. Troisième raison, c'est la tactique du cessez-le-feu imposée au FARDC pendant que les M23 sont laissés à plein mouvement. Le premier cessez-le-feu a été imposé au FARDC en date du 6 juillet 2022, à l'issue du sommet de Luanda. Les FARDC ont reçu ordre de rester à stand-by. Pendant ce temps-là, le Rwanda et les M23 ne cessaient de se renforcer, ne cessaient de recruter, ne cessaient de former. Et après cessez-le-feu, ils ont donc avancé pour perpétrer les attaques du 26 au 29 octobre, apprenant le contrôle de Rutshuru Centre, de Kiwanja, de toutes ces agglomérations. Le deuxième cessez-le-feu venu de Luanda en date du 23 novembre. Et on a annoncé que les M23 devaient se désengager 48 heures après. Et les FARDC ont été à nouveau instruits d'observer ce cessez-le-feu. Pendant ce temps, les M23 ont poursuivi leur mouvement. Ils ont laissé Kibumba et Rumangabo sous le contrôle de l'EAC, devenu la police du M23. Pendant ce temps, les M23 sont partis perpétrer le massacre de Kishiché, sont partis prendre le contrôle de Nyamilima et de beaucoup d'autres entités. Troisième cessez-le-feu, à l'issue du sommet de Bujumbura, le M23 a annoncé qu'il devait se désengager le 15 janvier 2023. Au lieu de se désengager à cette date-là, 11 jours plus tard, le 26 janvier, l'M23 a pris le contrôle de la cité stratégique de Massissi, la cité de Kichanga. Le 4e cessez-le-feu a été annoncé pour le 28 février. La date du 28 février est passée et l'M23 a pris le contrôle de plusieurs autres localités telles que Mouchaki, Kilolirwe, Karuba et Kosso. Le dernier cessez-le-feu, c'est celle d'aujourd'hui, dont M. Macron s'est vanté, 7 mars à 12h. Mais comme je venais de vous le dire tantôt, hier, les M23 ont pris le contrôle de Kirima, ont pris le contrôle de Kibingu, ils ont pris le contrôle de Kibirizi. Ce matin, ils sont en route pour prendre le contrôle de la Rwindi. Ils ont lancé des offensives à Mabenga, ils ont lancé des offensives à Karuba et sont en train de menacer de prendre ce soir l'agglomération de Kiroche. Donc, il faut être naïf pour croire aux promesses du Rwanda et du M23, autant qu'il faut être naïf pour croire aux promesses de M. Félix Tshilombo. Alors, quelles sont les conséquences de cette situation? Les conséquences sont nombreuses. Parmi les premières conséquences, d'abord, l'état de massacre. Nous dénombrons ces jours au moins 6 massacres de masse perpétrés par les terroristes du M23. 6 au minimum. Vous avez le massacre de Ruseke. Vous avez le massacre de Kishiché. Vous avez le massacre de Kazaro. Vous avez le massacre de Kanyangiri.
vous avez le massacre de Mozambique, le massacre de Roubaré. En plus de ces massacres, nous avons la situation dramatique de plusieurs milliers de déplacés de guerre qui sont cantonnés dans des camps au nord de Goma, dans des camps vers Sake et d'autres qui ont fui hier, qui se retrouvent à Kanyabayonga sans la moindre assistance. Pire encore, les aides qui ont été données par tes partenaires ont été détournées. Hier, les déplacés sont sortis du camp de Kanyaruchinya pour une manifestation au centre de Goma parce que le gouvernement du Qatar avait donné une aide depuis le 18 février et cette aide aurait été détournée. L'aide qui avait été donnée par exemple par d'autres partenaires tels que TMB depuis le mois de décembre, cette assistance humanitaire n'est jamais arrivée et les populations sont dans une situation de détresse inexplicable. À part la situation de massacre, il y a le blocage de l'enrôlement. Pour ce qui est du territoire de Rutshuru, comme du territoire de Massissi, aucun centre d'enrôlement n'a été ouvert. Il était dit que sur les 14 groupements que compte le territoire de Rutshuru, la CENI devait déployer des kits dans les 3 groupements, dont celui de Mutanda, celui de Bukombo, celui de Kanyabayonga. Jusqu'à hier, où les terroristes du M23 ont pris le contrôle de plusieurs localités du groupement de Mutanda, aucun centre n'y avait jamais été ouvert. Même chose des 2 autres groupements. Il en est de même de l'ensemble du territoire de Massissi, où la CENI avait été instruite de déployer des kits dans les groupements de Kamuronza et le groupement de Mufunishanga. C'est dans certains groupements où se déroulent les affrontements depuis hier et ce matin. Il s'agit, comme le président élu l'a dit dans sa déclaration, d'une preuve avérée de l'incapacité de M. Tshilombo à assurer le fonctionnement régulier des institutions. Et pour ça, il ne peut pas se prévaloir pour justifier un quelconque glissement. Nous devons tous nous mobiliser, comme les juristes le disent. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il ne devrait pas nous prendre pour des cons, pour signer des arrangements nocturnes avec les M23, les faire venir à Kinshasa, planifier la guerre avec eux, leur fournir une dotation. Il faut que Kakonde nous dise à quoi aura servi ce montant de 1 364 000. Est-ce que c'est pas avec ce montant qu'ils sont partis commencer les eaux faciles? Donc, si l'on ne devrait pas signer des accords avec eux, leur fournir la dotation, affamer nos militaires, entretenir la confusion dans la chaîne de commandement, ordonner les FARDC au cessez-le-feu unilatéral pour empêcher que les FARDC ne mettent à déroute l'M23, pour que plus tard ils disent devant Macron, dit non, lorsque nous allons nous retrouver dans l'impossibilité d'organiser les élections, vous risquez de parler d'un compromis à l'africaine alors que c'est du fait de l'agression. Non, c'est une volonté délibérée du pouvoir en place et nous devons être catégoriques sur ce plan-là. Alors, dernier point fait, les perspectives. Quelle perspective de sortie de crise? Comme je venais de le dire tantôt, M. Félix, après avoir essuyé un refus catégorique des populations de Goma contre son accord de faire venir les unités de la police rwandaise à Goma, il a décidé de précipiter l'adhésion de notre pays dans la communauté d'Afrique de l'Est. Les chauffeurs de taxi de Goma disent EAC signifie communauté des États agresseurs. Je trouve que c'est génial. Donc,
il a décidé de précipiter notre pays dans la communauté des États agresseurs. Plusieurs cessez-le-feu ont été signés dans ce cadre-là. Et à chaque fois que les M23, le Rwanda, ont violé ces cessez-le-feu, eh bien, les chefs d'État de l'EAC, jusqu'à ce jour, ont été incapables de prendre la moindre sanction contre le M23. Ils ont été incapables de condamner l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda. Donc nous ne pouvons rien attendre de l'EAC, qui, comme je l'ai dit, s'est transformé en police du M23. Malheureusement, depuis le 28 février, des négociations nocturnes ont commencé à Luanda. Vous avez suivi sur RFI, le président angolais l'a annoncé. Et une délégation du M23 s'est retrouvée en Angola les 72 heures passées. Et M. Macron s'est félicité d'avoir travaillé pour que les visas soient octroyés à ces terroristes du M23. Nos informations renseignent que parmi les revendications, premièrement, les terroristes du M23 réclament que le pouvoir de Kinshasa retire le qualificatif de mouvement terroriste attribué au M23. Autrement dit, on va mettre la croix sur tout le massacre dont je venais de vous parler tantôt. Au nom des arrangements de négociations avec eux, eh bien, ils ne seront plus qualifiés comme des terroristes alors que les 60 personnes tuées le 26 février l'ont été dans les mêmes conditions que les personnes décapitées par les ADF à territoire de pays. Deuxième revendication, c'est que les terroristes du M23 exigeraient du pouvoir de M. Tshilombo l'instauration de ce qu'ils appellent un fédéralisme large. Or, vous savez, les recherches qui ont été publiées sur les raisons pour lesquelles le Rwanda nous mène la guerre en répétition, les officiels rwandais disent qu'ils veulent pousser notre pays à instaurer pour la partie Est ce qu'ils appellent un État fédéral de l'Est. Autrement dit, une balkanisation de la même manière que cela a été décrété pour le Sud-Soudan. Je ne sais pas si parmi nous il y a quelqu'un qui voudrait, de son vivant, assister à la balkanisation de notre pays. Troisième raison, troisième motif de leur revendication, ils ont glissé un papier à certaines officines pour présenter le terme de leurs revendications. Ils exigent la création d'une nouvelle armée congolaise. Ils sont conscients que même au sein des FARDC, personne ne voudrait plus accepter la bêtise de leur confier des grades d'officiers supérieurs, d'officiers généraux, c'était notre armée. Et pour contourner cela, ils posent désormais comme terme de leur négociation la création d'une nouvelle armée. Parmi les autres revendications, ils réclament ce qu'ils appellent le retour sécurisé des réfugiés congolais basés au Rwanda. Lorsqu'ils parlent de retour sécurisé, en d'autres termes, ils voudraient en même temps mettre sur le dos de la RDC la résolution de la question des FDLR, qui sont des Rwandais, qui font du mal sur notre sol. Un habitant de Bambou me disait: le joug, la servitude dans laquelle les FDLR placent les Congolais est une servitude aussi pénible que la servitude du M23. Et un expert nous disait que du fait de la présence des FDLR, le parc national de Virunga est menacé de disparaître d'ici 15 ans au maximum. Donc, d'un côté, les FDLR rwandais tuent nos Congolais, détruisent notre parc, réduisent nos populations à l'esclavage. De l'autre, le Rwanda s'en sert comme prétexte pour justifier les agressions à répétition.
Enfin, dernier point, l'appel à la marche du 11 mars prochain, c'est-à-dire de ce samedi. Cher Banamboka, je voudrais vous rappeler que ce programme de chaque mardi a été décidé par le bureau national de notre parti à la suite d'un constat. Le constat était le suivant, c'est qu'en 2012-2013, les idées, avec les autres partis membres des forces acquises au changement, nous avons été à l'avant-plan de la mobilisation nationale contre l'agression. Et à la suite de nos mobilisations, la société civile de Kinshasa, les églises se sont levées, elles se sont engagées dans des tournées de sensibilisation en Occident. Et des pays amis de la RTC ont pris des sanctions contre le pouvoir de Kigali. Et le pouvoir de Kigali a été obligé de cesser son soutien au M23, mais également des pays partenaires ont soutenu la RTC au Conseil des Nations Unies. La brigade d'intervention des Nations Unies a été créée et cette brigade a soutenu les FARDC dans la victoire que nous avons obtenue contre le Rwanda et l'Ouganda. Mais nous avons constaté dans une des réunions du bureau national que contrairement à la mobilisation de l'ESID, les partis membres des forces acquises au changement, de la dynamique faisait preuve en 2012-2013, aujourd'hui, nous ne faisons plus preuve de ces mêmes degrés de mobilisation. Or, si les idées et la dynamique se taisent contre cette balkanisation, eh bien, nous laissons le champ libre au pouvoir de Tshilombo, un pouvoir qui est l'émanation des agresseurs. Pour cette raison, nous avons donc décidé que chaque mardi, nous puissions nous retrouver ici. Et nous sommes ici depuis le 22 mai 2022 jusqu'à ce jour. Et jour pour jour, je voudrais féliciter le président élu qui a tenu à honorer par sa présence cette rencontre de chaque mardi. Mais la rencontre n'est pas une fait à soi. La rencontre était que chacun de nous, ayant compris la gravité de la menace, devienne un mobilisateur dans son quartier, dans sa commune, dans son avenue, et que partant de toute la mobilisation collective, nous puissions arriver à organiser de grandes manifestations. L'appel a été lancé par la Mouka sous la plume de son coordonnateur actuel, le président Martin Fayoulou, pour dire que le 11 mars, nous nous mobilisons massivement pour 4 objectifs. Le premier objectif, c'est dénoncer l'agression du Rwanda contre notre pays. Le deuxième objectif, c'est dénoncer l'incompétence et la complicité du pouvoir de M. Tshilombo, tel que je viens de vous le décrire, de vous l'expliquer. Le troisième objectif, c'est exiger le retrait des troupes de la communauté des États agresseurs de notre pays. Le quatrième objectif, c'est exiger de la communauté internationale l'éloignement des FDLR de notre territoire pour ne plus donner à Kagame le prétexte de nous agresser sous prétexte, permettez la tautologie, qu'il vient pour anéantir la menace que représentent ces FDLR. Voilà les 4 raisons pour lesquelles chacun de nous est invité à se mobiliser, à mobiliser ce voisin, à mobiliser sa famille, afin que nous puissions mettre en échec l'agression et ses complices. Si nous ne le faisons pas, chers amis, ne pensons pas que cette guerre va se limiter à la seule chefferie de Bwito, au seul territoire de Massissi et de Rutshuru. Je voudrais rappeler que lorsque l'AFDEL a commencé en 1996, les agresseurs n'avaient pas l'ambition d'aller au-delà de Uvira.
Ils pensaient qu'ils allaient lancer la rébellion Banyamulenge juste dans la partie sud du Sud Kivu. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que les forces armées zaïroises de l'époque n'opposaient aucune résistance, les agresseurs ont pris goût. Ils ont pris Bukavu, ils ont pris Goma. Et dans un meeting à Goma, Laurent Désiré Kabila pose la question: est-ce que vous voulez que nous restions à Goma ou bien que nous puissions continuer jusqu'à Kinshasa? Et ils ont décidé de venir jusqu'à Kinshasa. Les 17 mai 97, ils ont pris le pouvoir et les Katogo nous ont administré les Fimbo Zaouchinga ici même. À l'allure où vont les choses, chers amis, je venais de vous dire, Bunagana est tombé sans armes. Kiwanja Ruchuru tombé sans armes. Kibirizi est tombé hier sans armes. Les FARDC quittent Rwindi sans armes. Ils sont en train d'aller au-delà de Kanyabayong aujourd'hui sans armes. C'est Jadi M23 jusque de se dire pourquoi rester à Kanyabayonga? Donc continuez Tina Butembo. Pourquoi rester à Karuba? Continuons jusqu'à Rubaya, Terubaya Ngungu, Tengungo Sud Kivu. Continuez jusqu'à Beni, continuez jusqu'à Bunia, Bunia Kisangani. Kisangani, c'est la porte vers Kinshasa. Donc, nous avons intérêt à nous mobiliser pour mettre cette agression en échec, mais surtout faire pression à ce que leurs collabos, M. Chilombo, cessent de jouer à la complicité, cessent d'affamer nos militaires, cessent d'entretenir la cacophonie dans la chaîne de commandement, cessent de destruire, de permettre l'instauration des zones tambours de la part TDAC, cessent, n'est-ce pas, de donner des ordres de cesser le feu unilatéraux à nos forces de défense et de sécurité. Je vous remercie. Je voudrais simplement vous dire merci et bravo à notre soldat, honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Bravo! Cher Banamboka, à vos titres de qualité respectifs, il est à présent temps de rendre hommage à nos héros. Oui, nous avons des héros à Lessidé. Lessidé grandit et s'agrandit. Il accroît en âge mais aussi en sagesse. Et son ascension en flèche donne naissance à beaucoup de problèmes. Ces jeunes sont braves, ils sont véritablement patriotes, car ils ont démontré leur attachement sans relâche à la mère patrie. Certains d'entre eux ont perdu leur vie, les autres gardent de séquelles physiquement frappantes. Il s'agit spécifiquement, en ordre de survenue de traumatisme, le camarade Davin Kalala. Defao Paloukou, je vous prie de vous lever et observer 1 minute de silence pour ces 2 camarades. Merci beaucoup, on peut s'y rasseoir. J'invite la camarade Divine Lala pour remettre le prix de résistance à nos vaillants héros. Chers camarades du parti, bonsoir. Nous sommes très émus d'être sur cette prestigieuse activité du parti. En ces jours où nous commémorons l'anniversaire de notre parti qui fête ses 14 ans. Dans ce cadre, nous profitons de l'occasion pour remettre ces prix au nom du secrétariat national à la jeunesse, les prix de la résistance. La jeunesse est décidée de remettre ces prix de la résistance à nos camarades. Nous citons Mangungu Makesa Cédric, qui a reçu une balle réelle, ainsi que le camarade Tobo Merlin, mais aussi la courageuse femme Charlène Essapa Mbongo, plusieurs fois arrêtée, mais aussi brûlée lors d'une activité. Chers camarades, suite à vos blessures et coups inoubliables dont vous avez été victimes, ces prix qui pour vous restent valeur d'encouragement pour votre engagement et résistance politique. Ces derniers vous réconfortent dans
la voie que vous avez choisie et vous encourage dans le chemin qui vous reste à parcourir. En ce jour du 14e anniversaire de notre cher parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, la jeunesse du parti a eu l'honneur d'organiser cette petite cérémonie. Tout ce qu'on peut dire, nous de la jeunesse, nous allons d'abord remercier le président élu, l'Aigle Martin Fayulu Matidi, pour nous avoir confié ces départements. J'aimerais que nous applaudissions la jeunesse de l'ECD, ces jeunes désœuvrés, ces jeunes sacrifiés, mais à nouveau conscients des défis à venir. Voilà pourquoi je demande à l'Assemblée, avec la permission du président, de nous lever et d'applaudir ces jeunes de l'ECD qui sacrifient leur vie